exposée il y a 3 ans, en extérieur, il y a 4 ans, pardon. Et parce que elle représente, en tout cas c'est le travail sur 3 lieux différents qui sont dans le Grand Nord et réalisé pendant la nuit polaire. Donc ça, je tenais à ce qu'il y ait la nuit polaire. Bon, Evgenia Andreeva, c'est une photographe russe très connue qui travaille beaucoup avec le National Geographic. Là, il y a en fait un extrait de 3 séries différentes. Chuchotka, qui est un village qui se situe vraiment dans le très très grand nord, il fait moins 40 et où il y a une colonie de morses qui s'est échouée là parce qu'ils sont victimes du réchauffement climatique, ils n'ont plus de banquise, donc ils sont très proches des habitations. C'est Weatherman, c'est une série autour de Slava, qui est un météorologue qui se retrouve aussi dans le Grand Nord, isolé, tout seul, à faire des relevés météorologiques et qu'elle a suivi pendant plusieurs semaines. Et la dernière série qui s'appelle Dixon, c'est une ville abandonnée. C'est incroyable, c'est une ville qui est dans la glace. Carrément. Et là, elle a pu assister au spectacle magnifique des aurores boréales. Mais enfin, c'est sur une dizaine d'années, ces 3 séries. Alors ça, c'est un travail que j'ai initié en 2010, après y avoir pensé entre 2008 et 2009, en particulier à la suite de la crise des subprimes, parce que je trouvais qu'on était tous partis dans un élan de consumérisme qui me paraissait absolument délirant. On a commencé à parler beaucoup de pollution, et à l'époque, j'étais pas celui qui pouvait photographier en fait la pollution en soi. Et ce qui m'intéressait, c'était en fait la perte de la nuit, qui était justement engendrée par notre mode de vie. Cette série, elle montre les ciels qui sont perdus, ceux qu'on ne voit plus, mais qui sont toujours là, mais qui sont masqués, soit par la pollution lumineuse, soit par la pollution atmosphérique. Et donc il y a un protocole très particulier, c'est que chaque ciel est vrai. Et le vrai ciel de la ville, c'est-à-dire qu'il est parfaitement en place, les étoiles, les constellations, et il a été photographié en fait à la même latitude que les villes, dans le même axe que la photographie de la ville, parce que après, quand je rapporte le ciel, quand je le couds au-dessus des villes, on a une proposition, une représentation de ce que pourrait être la nuit sous la lumière des étoiles. La pollution lumineuse, c'est un gros problème parce que ça joue sur les rythmes circadiens pour les humains, mais ça a aussi un effet absolument terrible sur la biodiversité, sur les insectes, les oiseaux migrateurs, la photosynthèse. Voilà, donc il y a 70% de la population à peu près qui ne voit plus la Voie lactée, et c'est un problème parce que regarder les ciels, c'est aussi une façon de s'interroger, de rêver, et beaucoup d'enfants maintenant sur la planète ne les voient plus. Et puis j'ai une pensée particulière avec l'Ukraine, parce qu'ils sont en train de vivre cette expérience-là, qui est malheureusement, ils subissent, et ils ont depuis 3-4 jours des attaques sur les infrastructures. Alors l'idée, c'est pas d'éteindre les villes, mais c'est de faire réfléchir à l'absence des ciels, et des ciels qui nous ont guidés depuis la nuit des temps en tant qu'espèce. Une lampe d'électricité qui venait du Canada et qui a duré 13 heures à New York. Donc vous imaginez bien que quand c'est arrivé, les téléphones portables n'existaient pas. Il y avait des gens bloqués dans les ascenseurs, dans les métros, dans les bureaux, partout. Et René, qui était à New York à cette époque-là et qui avait son appareil autour du cou, a sauté sur l'occasion pour faire des photos qu'il a fait pendant toute la nuit et qui pendant des années ont été perdues, oubliées. Et c'est Michael Gosselin en 2004 qui, quand il a fait la rétrospective avec René, a retrouvé ces petites boîtes grises dans lesquelles il y avait ces 40 photos de cette nuit du 9 novembre 1965. Ce que vous avez entendu comme son, c'est le reportage audio qu'il y avait à la radio à ce moment-là, qui raconte cet événement. Visite à la lampe torche, ça va être un peu compliqué pour nous parce qu'il va falloir toute une organisation avec les agents de sécurité pour que chacun puisse rentrer. Mais voilà. Oui, tout le monde a un portable, mais bon, c'était aussi pour faire un petit clin d'œil aux années 65 où il n'y avait pas de portable et ils se sont tous éclairés à la bougie.
fait dans le quartier rouge de Hambourg. C'est ce qu'il a propulsé sur la scène artistique. À l'époque où il était tout jeune photographe. Enfin, c'est une série qui a été beaucoup exposée. Et justement, quand on est allé voir Jean-Quentin Gauthier, son galeriste, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des photos nous, on cherche toujours à avoir des choses qui n'ont pas été vues ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas des photos qui n'ont pas été montrées? Il y avait des boîtes, et moi j'aime bien fouiller dans les boîtes. Donc il nous a dit, mais si, j'ai quelques inédits, si ça t'intéresse, on peut regarder. Donc là, vous avez devant vous les inédits du Café Les Mythes, du fameux Café Les Mythes. Et c'est des photos qui ne font pas partie du livre, c'est des photos qui sont quand même très fortes, qui portent vraiment sa patte, puisque on va retrouver après toujours ce style où il aime se fondre dans un huis clos, être proche des gens. Et la projection que vous avez là, c'est Stockholm, c'est un travail beaucoup plus récent qu'il a fait sur la ville de Stockholm. Et en projetant des images de rue, de gens rencontrés dans la rue, plus une bande-son qui est indépendante, où il a enregistré le son de la rue de Stockholm. HSBC, et j'avais repéré le travail de Céline parmi les 650 dossiers qui étaient arrivés sur la plateforme. Et déjà, j'avais trouvé ton travail formidable, et depuis, tu as fait un bond spectaculaire, puisque tu as été exposé à la Planche Contact, tu as fait le tremplin Jeune Talent, tu as un livre qui vient de sortir à la Main-d'Onne, vraiment une grosse actualité. Moi, je suis ravie on est ravis avec Mathilde de t'exposer cette série sur le Venezuela, qui est la série qui m'a vraiment emportée, moi, au niveau des couleurs, au niveau de ce que ça exprime. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles. Bonjour, déjà merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être dans ce festival que j'aime beaucoup et d'être entourée de si grands photographes. Alors je vais vous présenter cette série. C'est mon premier vrai grand travail, on va dire. C'est une série que j'ai commencée en 2015 et qui n'a pas été préméditée. C'est suite à une rencontre d'un garçon qui s'appelle Yair, qui est exposé ici. Et en fait, j'ai été fascinée par sa beauté et surtout il y avait quelque chose de christique. Et c'était en réalité un chef de gang qu'on a assassiné 2 mois après notre rencontre. Et le travail vient de... Voilà, j'ai décidé j'avais envie de creuser et savoir un peu plus de sa vie, documenter sur une certaine forme de violence en Amérique latine. Ça ne se passe pas que au Venezuela, ça se passe aussi au Guatemala et au Mexique. Il y a cette violence sensuelle où la vie et la mort cohabitent tout le temps et c'est toujours un défi. La vie est une urgence et on la met au défi tous les jours. J'ai essayé de retranscrire tout ça. Et tu as un film aussi. Et j'ai un film qui est un film sur les combats de coqs, qui se passe au Venezuela aussi. Et à ce moment-là, pour moi, ça représentait vraiment comme la situation qu'il y avait dans le pays à ce moment-là, où les gens n'ont pas le droit de quitter le jeu. Soit on marche, soit on nous élimine, et le coq n'a pas le droit de quitter le jeu. Si le coq décide de ne pas combattre, le coq-leur l'élimine et ne donne même pas au chien. Ce qui est très dur et très forte, et c'est une danse macabre mais assez belle, comme un peu tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Tu bénéficies d'une belle parution dans Like, dans la revue Like, qui vient de sortir, elle est toute chaude, donc voilà. Hippie, est décédée en début d'année, donc sur le thème de la nuit, ça s'y prêtait bien, forcément, puisque cette série est un peu mythique. Ça a donné lieu à un livre qui s'appelle The Park, qui, pour moi, restait en mémoire et j'avais vraiment envie de l'exposer. Je ne savais pas trop comment nous y prendre parce qu'il est représenté à New York et on a eu la chance, en envoyant un mail à Yossi Milo, que je remercie, d'avoir tous ces tirages. Donc c'est un travail réalisé en 71. À l'époque, il cherche un sujet photographique à faire dans les rues de Tokyo et il découvre ce parc dans la journée. C'est un parc où viennent les mamans avec les enfants. C'est un parc tout à fait normal, quoi. Et la nuit venue, c'est un lieu où les couples se retrouvent et où les voyeurs viennent regarder les couples et où Correia prend le rôle. Enfin, c'est une espèce de mise en abîme, puisque lui-même est
voyeurs, des voyeurs, puis il y a une espèce de double distance comme ça qui est assez intéressante. Donc c'est des photos prises au film infrarouge. Et donc il a fait ce travail en 71. Il y a eu, après, un peu plus tard, il s'est aperçu qu'il y avait aussi des parcs où les hommes se rencontraient. Donc il a poursuivi le travail avec des parcs où c'était des homosexuels. C'est en 1993, donc cette photographe américaine va chez un ami qui lui dit « Viens voir derrière, au travers d'une vitre de ma fenêtre, tu vas pouvoir voir quelque chose d'assez étonnant. » On est en 93, 94, c'est le New York encore un peu sale, d'une certaine manière, un peu décadent. Au travers de la vitre de chez son ami, on aperçoit une autre vitre où se déroule, il y a un peep show clandestin et où les traders new-yorkais viennent consommer de la drogue, consommer des femmes, et tout ça se déroule comme ça derrière cette vitre. Et elle a eu l'idée, elle était estomaquée, elle a eu l'idée de photographier en regardant, et c'est ça que je trouve assez génial, en regardant le bord de la fenêtre, ce qui donne à la série une cohérence incroyable. Nous, quand on a vu cette série, on a eu très très envie de l'exposer, évidemment. Ce que je trouvais peut-être pertinent juste à rappeler, c'est que quand Marielle Pern a exposé cette série donc à New York en 95, fin 95, elle a été très très punie, médiatiquement parlant. Donc elle a été traitée de pornographe, de voyeuse. Voilà. Dans la foulée, on lui a carrément retiré une très grosse bourse prestigieuse qui lui avait été octroyée avant. Et donc, à la publication, l'exposition de ces images, la bourse a été retirée. Et pour cela, je pense que c'est juste intéressant de se remettre dans l'histoire de cette ville. C'est-à-dire qu'au moment où elle est en train de photographier ces traders richissimes, en train de voir les filles précaires et pauvres, Rudy Giuliani est en train de prendre le pouvoir à la ville de New York. Donc, Giuliani arrive au pouvoir en janvier 1994 en disant « je vais nettoyer cette ville ». Marielle Pern, toute déconnexion, travaille cette série qu'elle expose un an après, et c'est là où ça explose. Donc la conclusion que j'ai tirée, que plein de gens ont tirée, c'est que ce n'était pas forcément un problème que tous ces hommes puissants et riches aillent voir ces jeunes femmes précaires. Le problème, c'était forcément qu'on les a prises en flagrant délit et on l'a photographiée. Donc voilà, donc il y a une jolie hypocrisie dans l'affaire, sachant qu'avec le paradoxe de tout ça, un bruit et un ramdam pas possible, la série était acquise par les grands musées du monde entier. Soran, qui est exposé en ce moment, je crois, à Gap, qui a fait un travail sur la nuit, il est cambodgien, et il a travaillé à Phnom Penh et à Siem Reap. Il a éclairé des scènes nocturnes, parce qu'il y a une vraie vie nocturne dans ces grandes villes, qu'il a éclairé à la lampe de sa motocyclette. En fait, beaucoup de gens circulent en moto, et lui, il a pris le parti de braquer le projecteur de sa moto sur ses jambes et de photographier comme ça des scènes de la vie quotidienne, des repas, des travailleurs de nuit, des enfants qui jouent. On aurait aimé qu'il soit là, mais il est en pleine préparation de photo Phnom Penh, puisqu'il s'occupe du festival au Cambodge. C'est un photographe du festival, c'est la première fois qu'on expérimentait la commande. Ils ont choisi Ronan Guillou, qui malheureusement ne peut pas être avec nous parce qu'il est très très malade. Il a travaillé sur Carmen Street, qui est un spectacle qui a été commandé par l'agglomération. Sergi Pontoise a à cœur de faire toujours des grandes manifestations en mélangeant des professionnels et des amateurs. Et en l'occurrence, il y avait 300 personnes sur scène, dont plus de la moitié qui étaient des amateurs, des danseurs amateurs, des musiciens amateurs de la ville de Cergy. Et le spectacle, je l'ai vu, c'était vraiment formidable. Donc vous avez les photos des coulisses qui sont en extérieur sur le Square Columbia, qui sont montrées ici, mais en moins grand nombre, parce que ça, c'était plus en lien avec la nuit que les photos des répétitions qui ont eu lieu à la patinoire, qui sont dehors.
voilà, c'est une série qui s'appelle Taharqa et la nuit, qui a été réalisée en 2019 au Soudan. Le domaine de Chaumont-sur-Loire qui m'a envoyé au Soudan pour réaliser une exposition. Cette série fait suite à d'autres séries qui s'appellent déjà Les Nocturnes, qui sont dans la même configuration, c'est-à-dire ce sont 2 photographies rassemblées. Particulièrement pour le Soudan, j'ai eu très peu de temps de travail et je devais réaliser une exposition au bout de 6 jours de voyage, donc c'était particulièrement dense. Donc je voyageais le jour et je photographiais le jour. La nuit, je demandais à dormir dans le désert et donc je photographiais les étoiles la nuit. Puis je travaillais les images encore après les photos de nuit et le lendemain, je repartais explorer les environs. Donc il s'agit du nord du Soudan. Mais Méroé étant aussi symboliquement la ville la plus dingue, puisque ce sont des restes en fait de tombeaux, c'est pas une ville à proprement parler, mais enfin il y en avait une à côté, avec donc des toutes petites pyramides, il y en a 70 à peu près, donc c'est un très beau site particulier et qui est enfoui un peu sous les dunes en fait. Et on ne sait pas trop si c'est en train de disparaître ou alors si c'est en train de réapparaître. Enfin, il y a quelque chose autour du chaos et de la présence, par son absence humaine, qui, moi, m'intéresse à fond. Puisque tous les temples, en fait, sont construits avec une ouverture. Enfin, la porte est dirigée vers le Nil parce que les dieux se déplaçaient sur le Nil. Donc, du coup, tous les monuments, les bâtiments, les temples sont vraiment ouverts. La porte qui est ouverte vers le Nil. Je suis très émue de vous présenter Estrella, Melissa, Vanessa, Karen Angelica, Tilly. Elles viennent d'Amérique latine, principalement du Pérou et d'Équateur. Elles sont trans et elles se prostituent au bois de Boulogne pour survivre. Ça faisait très longtemps que je passais près d'elles, en me promenant au bois de Boulogne, à pied, dans les allées ou en voiture, avenue de la Reine Marguerite notamment. Et j'étais très intriguée par ces femmes qui étaient là à l'avant de leur camionnette ou sur le bord des trottoirs et qui étaient habillées un peu comme pour entrer en scène. Et un jour du mois de décembre 2019, j'ai eu envie de m'approcher d'elles. Et c'est vrai qu'étant d'origine espagnole, j'ai pu les aborder dans leur langue maternelle. Et c'était important pour moi aussi, pas simplement de faire des photographies, des portraits, mais aussi de transmettre leurs récits. On entend derrière un enregistrement que j'ai fait de leur voix dans leur camionnette, justement. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, c'est toujours très bouleversant, les récits qu'elles font de leur vie, parce que ça commence déjà à l'enfance. Il ne faut pas oublier que ce sont des pays avec une culture patriarcale très forte et qu'on les traite de petits garçons efféminés, maniérés, marica, comme on dit en espagnol. Alors, la nuit est devenue très, très dangereuse, me l'ont tout dit. Celles qui travaillent la nuit sont soit celles qui viennent d'arriver, soit celles qui ont une autre activité et qui font ça en complément. Et c'est vrai qu'elles sont très souvent agressées. Il y a des bandes qui arrivent et qui viennent vraiment pour voler, tabasser, tout simplement, aussi bien elles que les clients. Le titre de la série, Las Reinas del Bosque, la couronne, c'est exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en traduisant en français les récits qu'elle m'avait faits, le mot couronne s'est imposé. Parce qu'au fond, la couronne, c'est un insigne de dignité. Et montrer que ces femmes, elles sont belles, elles sont dignes, elles sont fières. Et en fait, depuis maintenant 2 ans, nous faisons un appel à projet avec l'École nationale des beaux-arts. Fichaille et Anaïs est partenaire de l'appel à projet, vient faire le jury avec nous, avec Mathilde et moi, plus Corinne Dizrans qui était là, la directrice de l'école, et Nicolas Localzo qui est enseignant, et Suzanne Lafont. On m'a demandé de traiter l'expérience de la nuit. Donc en fait, moi à la base, avant, j'ai travaillé dans l'industrie du spatial, dans diverses industries. C'était un moyen pour moi en fait. J'ai réalisé des caissons lumineux
avec du matériel de laboratoire, parce que pour moi c'était aussi un moyen d'explorer des nouvelles frontières. J'ai surtout pensé ce projet comme un peu un témoignage de la lumière artificielle dans l'espace public. Et voilà, donc toutes les lumières, toutes les photos que vous voyez ont été faites à partir des lumières aux alentours des Trois Fontaines, quand c'est pas les lumières des Trois Fontaines elles-mêmes. Je trouvais ça intéressant d'amener ça du coup dans l'arrière-boutique d'une boutique abandonnée. Donc c'est un totem lumineux publicitaire, donc avec une télé de qualité assez médiocre, mais en fait c'était aussi le but du projet, c'était de montrer en fait les différentes qualités de lumière. Donc c'est une boucle de 10 minutes et qui ne s'arrête jamais en fait. Masha n'est pas là, elle est retournée en Russie, là on est dans sa salle et c'est Nadejda qui va en parler. C'est la série de Masha qu'elle a effectuée cet été pendant son voyage depuis Moscou vers le lac Baïkal, qui est le cœur de la Russie. Elle voyage avec ses amies, toutes filles, par autostop, ce qui est en fait assez dangereux en Russie, surtout pour les filles. Elles ont parcouru 6000 km à peu près en traversant des différentes aventures et en fait elles ont acquis une expérience incroyable, comme elle dit. Pour Masha, faire de l'autostop, c'est sa façon à elle de trouver des réponses à certaines questions parce que, comme on le dit, c'est une action directe qui aboutit à un résultat. C'est aussi sa façon d'équilibrer sa peur et impuissance face à la guerre. Donc on peut dire que ce voyage-là, c'était une sorte de pèlerinage pour demander de la paix au lac Baïkal, qui est un grand magicien de la nature russe. Peut-être préciser aussi que si on a choisi le projet de Masha, c'est qu'elle l'a présenté en disant « Mon pays est rentré dans la nuit, mon pays, la Russie, est rentré dans la nuit ». C'est pour ça qu'on s'est dit oui, c'est une manière métaphorique. Ouais, on a essayé, vous avez vu au travers des expositions, de ne pas montrer la nuit littéralement, mais aussi métaphoriquement. Et donc ça nous a beaucoup plu avec Mathilde, cette phrase « Mon pays, la Russie, est entré dans la nuit ». Je m'appelle Nadia, je suis aussi d'origine russe. Maintenant, je suis étudiante à l'NCPC, les Beaux-Arts de Cergy. Dans cette série, je m'interroge sur ce qu'est famille, la famille en général, et surtout ma famille à moi, au-delà de ce qu'on voit, de la représentation physique. Mais ce sont plutôt des choses très intimes, cachées et émotionnelles que j'essaie de ressortir, que je ne sais pas exprimer qu'en créant mon propre univers. C'est ma façon de communiquer. En gros, c'est mon récit visuel, si vous voulez. En fait, la série est intitulée Le Jardin, ce qui aussi fait allusion au Jardin d'Éden, qui est à la fois une idée, un rêve toujours désirable, mais déjà perdu, impossible. Comme j'ai dit, toutes les photos sont des mises en scène, et c'est moi qui ai créé cet univers, et je l'ai fait pendant la nuit, parce que c'est l'autre côté de le jour, et c'est ce monde à moi, où c'est moi le metteur en scène. C'est un garçon formidable qui fait des projets au long cours et celui-là est son plus grand projet à l'heure actuelle qui s'appelle Solar Portraits, qu'il a fait assez récemment sur plusieurs continents puisqu'il y a des photos d'Asie, des photos d'Afrique, des photos en Europe aussi, sur les personnes, je crois que le chiffre est tellement hallucinant qu'à chaque fois j'ai du mal à le retenir, mais c'est vraiment ça, 1,1 milliard de personnes dans le monde vivent sans accès à l'électricité. Comme c'est un garçon très engagé, il a été photographié à l'aide d'associations qui s'occupent d'équiper ces personnes qui n'ont pas accès à l'électricité de panneaux photovoltaïques. C'est lui aussi qui a fait l'affiche de notre édition avec cette photo prise en Espagne d'enfants qui jouent avec des panneaux photovoltaïques à nuit, mais surtout de jouer le soir. Ça permet à des personnes en Inde de travailler dans les briqueteries la nuit. Ça permet à ce monsieur là-bas qui est en Amérique latine de pouvoir récolter ses cocos
Voilà, ces panneaux photovoltaïques finalement permettent d'avoir à la fois à des gens de travailler, à des gens de se rencontrer, comme cette photo du coiffeur, cette photo du billard au Togo, où en fait le billard joue un rôle important dans la sociabilisation du village. Et donc voilà, c'est un travail de longue haleine, à grande échelle, et que nous, on a trouvé vraiment incroyable, et qu'on a eu envie de mettre à l'honneur dans cette exposition avec pas mal de tirages. Et effectivement, comme faisait remarquer Patrick, c'est l'endroit où il y a le plus de prises, mais c'est vraiment le hasard. Alors, je pense que vous avez certainement déjà vu quelques images de ce travail qui est un peu historique. Il a fait l'objet d'un livre qui est sorti en 2001. Et c'est donc une série qui s'appelle House Hunting. Donc la chasse des maisons la nuit, plutôt la chasse d'une ambiance. Oui, c'est vrai que Todd, son travail, on le situe un peu entre le paysage et le portrait de mise en scène. Et là, on est presque un peu au milieu de ces deux sujets parce que c'est presque du portrait des habitations et d'une société américaine, de pays et des États qui sillonnent sans cesse dans tout son travail. Et là, ce qui l'intéressait, c'était de traiter la nuit, de traiter la lumière de la nuit, la lumière artificielle de l'intérieur de ces maisons, et des histoires qu'on peut s'imaginer et se raconter de cette population qui vit dans ces villas américaines. En fait, Todd est toujours à la recherche du souvenir de son enfance, de sa vie dans l'Ohio, dans le Kent, où il a grandi. Et je pense que c'est aussi essayer de retrouver toute cette sensation et ces histoires qui peuvent se passer dans ces maisons et qu'il essaye de retraduire pour que les gens se projettent aussi sur cet imaginaire. On peut dire que c'est très cinématographique. Bien sûr. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un film. À chaque fois que je les vois, elles me transportent totalement, littéralement. Et donc, c'est vrai, quand on a vu la boutique, là, on cherchait un sujet joyeux, on cherchait quelque chose de chaleureux, de différent, d'un peu. Et en plus, il y avait cette boutique, alors elle était blindée de décorations de Noël. On en a enlevé un petit peu parce que bon, c'était peut-être un peu too much. Voilà. Et évidemment, ces alvéoles convenaient parfaitement au travail de Laure, donc je vais laisser s'exprimer à ce sujet. C'est une série, en fait, c'est marrant parce que de la revoir, elle date de 2011 et avec le temps, en fait, elle évolue en écho à chaque fois de manière de plus en plus frappante, on va dire. C'est issu d'une première série que j'avais fait en 2001, en fait, suite à la rencontre avec David Lynch, dont j'avais fait le portrait, et qui c'est marrant parce que sur Toledo, ça a déjà été évoqué, et toutes ces vies dans ces maisons, alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, et Lynch me disait, mais... Et on était au moment de Noël, peu de temps après d'ailleurs les attentats de septembre 2001, et lui sortait Mulholland Drive, et il était entouré de maisons décorées, et il disait, finalement, mes films, c'est ça, c'est entre les rêves et les cauchemars, et qu'est-ce qui se passe, et de l'extravagance, du consumérisme, de tout ce qu'on veut. Mais après, c'est vrai que moi, je me suis posée un peu différemment, très frontale, un petit photographe d'architecture pour le coup, avec une casquette photographe d'architecture, et revisiter ça comme des vitrines aussi, mais des vitrines de vie. Même si, en effet, il y a la queue devant chaque maison. Tous les soirs, il y a un rituel à partir de 18h, parce qu'on est à Los Angeles au mois de décembre, mais finalement, c'est l'été. Puisque là, on est dans la nuit métaphorique, puisque c'est un photographe aveugle. Donc la nuit, ça, il la connaît depuis l'âge de 11 ans. Il a d'abord perdu un œil dans un accident tout bête, et à l'âge de 11 ans, il a perdu l'autre œil. C'est la galerie Esther Voderoff qui le représente. Et Esther avait publié, quand elle avait montré son travail dans les années 90, elle a publié un petit livre, et je me suis inspirée de la préface pour écrire le texte.
La question n'est pas comment il photographie, mais pourquoi il photographie lui qui ne voit pas ces images. Et ça, j'avais trouvé ça assez fort. Alors, Evgen Bashkar vit en Slovénie, il est philosophe. Je crois que maintenant, il est un petit peu détaché de la photo, mais cette série-là, moi, à l'époque, m'avait vraiment frappée. Je me suis demandé comment il pouvait travailler. Donc, il est aidé d'un assistant qui lui indique les distances, qui lui explique un peu le décor et qui va faire ses tirages en sa compagnie. Donc c'est éclairé souvent à la lampe torche avec des poses longues. Et c'est toujours, je trouve, des images assez incroyables. Il y a un très bel autoportrait de lui parce que c'est un monsieur qui se promène toujours avec un chapeau lissé sur la tête et une grande écharpe rouge. On dirait un peu Aristide Bruand. Léon Guimpel, c'est vraiment un monsieur que j'aurais aimé rencontrer, puisque en 1930, il va faire ses photographies en autochrome. Alors, ce ne sont pas des vrais autochromes que vous avez sous les yeux, ce sont des reproductions que la Société française de photographie a reproduites sur film transparent et mis en boîte de cette manière-là. Ici, c'était un magasin de bijoux, donc on se dit c'est des petits bijoux, ça va bien dans les vitrines. Léon Guimpel a eu cette commande pour photographier les illuminations de Paris. En 1930, 32, 33, les illuminations de Paris étaient réalisées par un ingénieur italien du nom de alors j'ai oublié son nom, je crois que c'est Jacopo Pozzi ou un nom comme ça. Pour voir de près, il faut regarder, il faut se pencher, les illuminations sont vraiment incroyables. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on fait au niveau du printemps, des Galeries Lafayette, c'est un petit jeu par rapport à ce qu'on pouvait faire à l'époque. C'est assez spectaculaire. Ça nous amusait d'abord parce que c'est un exploit technique d'une part, photographier la nuit en couleur à l'autochrome à cette époque, et aussi parce qu'on est dans un centre commercial et qu'on montre aussi des endroits qui sont des centres commerciaux, puisqu'il y a les Galeries Lafayette, il y a le bazar d'hôtel de ville. Voilà, donc c'était une espèce de mise en abîme de la photographie de nuit. Ils ont recueilli pendant 14 ans plus de 600 clichés de la Lune, dans une époque où on était ils ont tous les deux, c'était entre 1894 et 1909. Donc pour l'époque, alors ça nous paraît banal maintenant de voir ça, mais c'était loin d'être le cas. Donc vous avez des vrais tirages en bas, toujours prêtés par Françoise Paviot, et des héliogravures en haut. Forcément, sur le thème de la nuit, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été faites, forcément, puisque les appareils de l'époque, les émulsions de l'époque, les films de l'époque et les plaques de l'époque ne le permettaient pas. Pour autant, il y a un livre mythique qui s'appelle Paris la nuit de Brassailles, et on a eu, grâce à la galerie Françoise Paviot, que je remercie, le prêt de 3 œuvres, et par un collectionneur qui veut rester anonyme, une petite série de tirages qui sont assez formidables, je trouve. On est en 1932-33 quand même, donc, et Brassailles, toi tu peux peut-être en parler d'ailleurs. Non, simplement je peux dire que Brassailles m'a dit que pour ces temps de pause à l'extérieur, il enlevait le bouchon, il fumait une cigarette et il remettait le temps de pause. Oui. Il remettait le bouchon. Et il appelait ça la pause Boyard, parce qu'il fumait des boyards. Oui. Boyard de maïs. Boyard maïs. Boyard de maïs. Ah bah oui. Chose qui tombe. Le premier film, il a été tourné au Liban, à Tripoli, dans ma ville natale. بتحبني؟ ايه انا ما فاضي جوالك Voilà, un film parisien hier encore, et à partir de là, je voulais vraiment m'affranchir de l'hégémonie et du scénario et trouver ma propre écriture. Là, j'ai commencé à faire des films essais, essais fiction, essais documentaires expérimentaux. 2009, avec Venise de Mexico, c'est vraiment grâce à ce chemin. Toujours tout droit. Et là, à gauche. À part ça, il y a quoi à Venise ? Je vais dormir chez des potes. Et c'est ce travail qui a été vraiment très long, donc de
j'ai commencé Je suis parvenue aujourd'hui à faire un long métrage qui ressemble plus à mon parcours personnel, voilà, aussi bien personnel en tant qu'individu et aussi artistique. Et l'idée, c'était justement de se dire, allons-y par l'essence, sans incarnation, sans corps, sans qu'on puisse se projeter sur voilà, des corps féminins. Et donc, vraiment, l'idée, c'était de plonger dans cette jouissance au féminin et d'y laisser parcourir son imaginaire. Les images, autant que les sons, sont hyper importants. Donc, moi, j'ai fait des photographies, je suis arrivée avec du son brut. Et puis, on a travaillé j'ai travaillé avec Cécile Chagnot, une monteuse, qui a fait des images et qui signe également la création sonore. Et vraiment, l'idée, c'était d'emmener dans une ambiance, dans quelque chose. Alors, je n'avais pas pensé forcément à la nuit, quand tu m'as proposé de projeter ce film ici, mais en tout cas, je voulais quelque chose d'une ambiance souterraine, donc sombre. Donc, après la nuit, ça collait peut-être pas mal.